Casablanca, c'est à toi la parole. Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Moi j'étais sur un live hier soir, donc à 23h11, avec un live marocain, donc on était en train de parler de différentes choses. Et bon, généralement c'est des lives économiques qu'on fait, et hier soir c'était un live plutôt fun. 23h11, donc moi j'habite à peu près à 200 km, 250 km de l'épicentre. On commence à sentir des mouvements un peu bizarres. Je croyais que c'était quelqu'un qui touchait ma jambe, et au bout du compte, au bout de 2 3 secondes, c'était l'immeuble entier qui était en train de bouger très 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 fortement. Je vous laisse imaginer. Je me lève, j'étais au salon, madame elle dormait déjà avec le petit. La panique en moins de 30 secondes, le frigo ça bougeait dans tous les sens. En moins de 30 secondes, on s'est retrouvés comme on pouvait. Il y avait certaines personnes, des jeunes filles d'une vingtaine d'années, pratiquement nues dans la rue. Tout le monde était pieds nus. Tout le monde était dans la rue dans des conditions que je vous laisse imaginer, hein. De toute façon, quand on sort dans la panique comme cela, on n'a pas le temps de calculer. Ça pleurait de partout. Heureusement, dans la zone où on est, il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu 3 blessés du côté de Casablanca, donc à peu près à 200 à peu près à 200 km de Marrakech. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de traumatismes. J'ai fait un tour dans la ville où j'habite pour me promener. 90% de la ville dormait dehors. Parce que bien évidemment, vous imaginez bien qu'on avait tous peur d'une réplique ou éventuellement euh, un problème au niveau de l'immeuble ou d'une maison et qui s'effondre. Donc tout le monde a dormi dans les rues. Donc ça a été des scènes apocalyptiques, les parcs, le moindre centimètre carré de pelouse, les centres commerciaux au milieu de la route, du moment où on est éloigné d'un immeuble. Donc ça a été terrible. Expliquer ça aux enfants, c'est vraiment pas facile parce que quand on dort dans une voiture avec les enfants, vous imaginez. Donc aujourd'hui, concrètement, au niveau des morts, donc Harij a fait donc un bilan, c'était le dernier bilan donc communiqué par les autorités. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plusieurs pays d'un peu partout dans le monde qui ont proposé leur aide. Euh, Certains sont arrivés, d'autres pas encore. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, au niveau géographique, donc le séisme a eu lieu dans une zone très très isolée, au milieu des montagnes. Euh, les routes, les pistes, impossible d'y accéder. Donc, vous imaginez bien que quand des pays viennent vous aider pour éviter donc d'avoir trop d'un médicament ou trop de lits de camp ou quoi que ce soit, ça doit être coordonné en amont. Donc aujourd'hui, il y a des négociations pour savoir qu'est-ce qui doit être amené et qui amène quoi et où on va envoyer qui. Et en attendant, donc il y a du terrassement qui est en train d'être fait. Donc il y a des routes. L'armée est en train d'intervenir avec des hélicoptères. Donc 6 hélicoptères de l'armée qui peuvent transporter des tractopelles et autres du gros matériel. Euh, de mémoire, c'est l'Espagne et l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne, qui ont envoyé chacun 4 gros hélicoptères également pour transporter donc du très gros matériel, pour faire du terrassement, pour faire améliorer les routes parce qu'il y en a plusieurs qui se sont effondrées. Donc l'objectif en fait c'est préparer la logistique, préparer les routes de façon à permettre donc aux secouristes de venir et de pouvoir déjà accéder à la zone et de travailler en toute sécurité. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Concernant, après, on n'a pas plus d'infos que ça aujourd'hui. Ensuite, concernant les aides, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que vous savez très bien que le facteur humain, il est ce qu'il est. On a vu dernièrement des TikTokers, des influenceurs se mettre beaucoup d'argent dans le vide pour rien. Donc, ce qu'on a fait, on a fait des appels à tous les Marocains de contacter les consulats dont ils dépendaient, de façon à leur dire que l'on souhaite justement que l'État garantisse ces dons, donc que l'État gère. Et en fait, des dernières infos qu'on a, mais on attend confirmation, il devrait y avoir un compte au niveau de Banque Al-Maghrib, donc c'est la Banque centrale du Maroc, où chacun de par le monde va pouvoir faire un virement s'il souhaite faire un don. Ce qui est important de savoir, et moi j'insiste auprès de tous les Marocains, c'est de faire un don
auprès d'une association marocaine. Pourquoi? Et là, c'est très important. On va prendre tout à l'heure, on parlait d'UNICEF. UNICEF, si vous donnez à UNICEF, c'est sans dénigrer, hein, bien évidemment, mais vous allez comprendre mon raisonnement. Si vous donnez à UNICEF, UNICEF, elle va acheter du matériel, par exemple, en Occident, en Europe, et ensuite, elle va le transporter, elle va l'amener au Maroc. Alors que si vous donnez à l'État marocain, les achats vont être faits en local, donc ça va permettre, compte tenu des difficultés aujourd'hui, on n'est pas un pays riche, hein, on n'est qu'un petit pays de 142 millions d'habitants, 142 millions de PIB, pardon, 42 milliards de PIB. Donc le fait de pouvoir acheter justement tous ces besoins pour les dons en local, ça va faire marcher l'économie locale d'une part, et d'autre part, ça va permettre de pouvoir les contrôler. Donc c'est pour ça que j'insiste auprès de ce qu'on appelle les MRE, c'est la communauté MRE marocain résidant à l'étranger, justement de privilégier le don directement au Maroc pour faire marcher d'une part l'économie marocaine et également pour que ça soit mieux géré, et d'autre part ça va permettre d'avoir les matières dont on a besoin beaucoup plus rapidement, parce que qui dit acheter en Occident, en France ou peu importe, derrière il y a tout le transport, si c'est des très grosses quantités, donc il y a tout l'aspect logistique. C'est super intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est très important de réfléchir à ça parce qu'il y a plusieurs aspects aussi, et surtout aussi le développement de l'économie locale qui c'est très Tout à fait. important parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu et donc c'est booster un peu l'économie locale, c'est intéressant. Par contre, j'imagine aussi que d'un autre côté, il y a beaucoup de matériel qu'on ne peut pas trouver au Maroc et donc il devait venir quand même de l'étranger. Donc, dans ces cas, est-ce qu'il y a vraiment un changement qui s'achète à l'étranger, qui se ramène au Maroc, en sachant que des fois, il n'a pas au Maroc tout ce qu'il faut? Parce que je ne m'imagine pas que le Maroc avait voilà, un contingent qui prévoyait quelque chose de cette envergure. Alors, juste pour te donner un exemple, quand il y a eu la crise du Covid, tout le monde a été agréablement surpris donc par ce qu'a fait le Maroc, notamment en termes d'organisation, en termes donc de confinement, en termes de vaccination. Donc ça a été un exemple, alors que je répète, on est un tout petit pays. Il faut savoir que tous les États qui planifient justement, il y a des plans de prévention des risques. Tous les États aujourd'hui savent quels sont les risques dans leur propre pays, que ce soit au niveau sismique, que ce soit au niveau risque incendie. Donc c'est pour ça notamment qu'au niveau risque incendie, il y a une cellule de crise, parce qu'on est dans une zone où il peut y avoir des incendies, il y a une cellule de crise, donc avec un PC central à Rabat, et bien évidemment, tu as tout l'environnement qui est étudié. Et pareil, au niveau sismique, c'est un pays, comme l'a précisé Ajar, où il y a des secousses tous les ans, donc on sait quels sont les risques. Il y a donc un PC de crise pour les séismes, donc au niveau des terres, mais également des séismes au niveau de la mer, puisque bien évidemment, un séisme au niveau de la mer peut être beaucoup plus dangereux parce qu'il peut générer un tsunami. Et justement, compte tenu de la distance, la taille de l'océan Atlantique, un tsunami à Madère, imagine les dégâts au niveau des côtes aussi bien américaines que des côtes africaines et également européennes au niveau du Portugal, voire même de la France, du sud de l'Espagne. Donc tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a un stock stratégique. D'ailleurs, on l'a vu ce matin à la télévision. L'armée a commencé à travailler justement sur le stock stratégique, les couvertures, les lits de camp, les tentes, etc. Tout ça, il y a vraiment un très très gros stock stratégique. Et quand on dit stock stratégique, c'est-à-dire que quand on fait le plan, pardon, de prévention, on tient compte également des potentiels blessés. Donc, il y a également, je suppose, une certaine quantité de médicaments, de compresses et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis, il faut faire attention à pas envoyer tout et n'importe quoi, d'une part par rapport à la réglementation, parce qu'on sait qu'il y a des droits de douane, il y a des autorisations de certains produits et d'autres non, et ça c'est valable dans le monde entier. Et c'est pour ça que l'État aujourd'hui, c'est lui qui est en train de gérer ça. Voilà. Donc du coup, Merci, c'est oui, bien. Continue, s'il te plaît, vas-y, continue. vas-y. Non, Ok. non, Donc, merci. Donc aujourd'hui, par rapport au stock stratégique, nous, on n'a pas l'information. L'État, lui, a l'information. Donc il est en train de coordonner avec les différents pays dans le monde qui se sont proposés de nous aider.
Nous, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on sait bien faire aujourd'hui, la communauté, la diaspora marocaine. Aujourd'hui, la diaspora marocaine envoie à peu près 11 à 12 milliards de dollars par an. C'est la deuxième communauté en Afrique. On a 37 millions d'habitants, mais c'est la deuxième communauté en Afrique après l'Égypte en termes d'envoi de devises au pays. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que on va revenir à ce que je disais tout à l'heure justement sur les aides. Donc la meilleure chose qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est envoyer de l'argent pour permettre au pays de faire le nécessaire parce que c'est eux qui centralisent, c'est eux qui savent exactement quels sont les besoins.